Hey hey, salutations chers auditeurs et spectateurs, vous êtes sur la chaîne de Vérité à venir et je pense qu'à l'image, vous allez en déduire le sujet du jour et comme l'homme ne se nourrit pas que de végétaux et d'animaux, vous vous doutez qu'il y a aussi cette alimentation qui est intellectuelle, la connaissance, le partage. C'est pourquoi je vous invite à la mobilisation d'être les agriculteurs à semer vos graines en espérant une germination au possible afin de laisser place aux forêts de l'intelligence, du collectif, des vertus. N'hésitez pas à me soutenir dans la démarche par les abonnements, les likes et les commentaires. Pour ceux qui exploraient mes contenus, vous n'êtes pas censé l'ignorer. J'ai fait un assemblage il y a quelque temps de ça qui se nomme Nom de code, Nouvel Ordre Mondial, et je me suis attelé à la démarche d'en faire une réédition qui s'appelle La guerre ouverte contre les peuples. Et dedans, j'ai commencé à la lecture, je vous ai fait une introduction, et tout débute par l'humain, les cycles, le côté des gamètes, et puis vous savez, après ça en vient jusqu'à la naissance de l'être, qui est dans sa famille, et avant d'être confronté à l'extérieur, il en vient à créer sa personnalité, son identité, celle qui lui est familiale et celle qui lui est narrée plutôt de l'extérieur. Et petit à petit, il va être confronté. Et voilà qu'on tente de l'altérer par des gens qui étudient les propagandes, qui veulent modifier les comportements, tendent vers l'artificialisation à la fois de cet extérieur, mais aussi de l'intérieur de l'humain. C'est pourquoi j'ai voulu aller plus loin. Je me suis dit, attends Féno, hop hop hop, ne commence pas comme ça brutalement. Laisse les gens comprendre là où tu en viens. Débute par l'humanité. Est-ce que à la fin, une fois qu'on est mort, c'est terminé ou est-ce le début d'autre chose et la vie sur Terre n'était qu'éphémère, un passage volontaire pour voir nos comportements, les agissements que l'on peut faire. Et là, je me suis dit, ok, on va faire ça, puis l'histoire de la civilisation, voir comment c'est structuré en communauté, le principe de population à la Malthus, sommes-nous trop nombreux sur Terre? Telle est la question de certains eugénistes qui s'attaquent bec et ongle à l'humanité. Alors, je me mets à l'exercice et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à tendre vos oreilles pour être enrichis et pourquoi pas à être complémentaires par vos messages en argumentant tiens Féno, j'ai quelques sources qui me parviennent de là, si tu veux compléter tes recherches, tiens, ça c'est pas mal aussi, tu as oublié ça ou tu t'es trompé. Et j'accepte même pour vous dire les critiques. Me disant tiens non j'aime pas ton intonation, les mots que tu utilises ne sont pas bons, ou encore la façon dont tu parles, mets-y plus de forme, de tonus, ou au contraire, ralentis le rythme pour qu'on puisse suivre. N'hésitez pas, je prends tout. Et après, je verrai comment orienter l'évolution. Vous êtes prêts? C'est parti. L'histoire commence avec la naissance et continue après la mort. L'humanité, selon les suppositions basées sur les découvertes archéologiques, débuta en Afrique. Mais, pour les monothéistes, tout commença par la création d'Adam, placé en Orient, dans la Genèse, chapitre 2, verset 8. Je cite. « Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. » Fin de citation. Notre espèce doit ses transformations à l'environnement, en témoignent les régimes alimentaires qui ont façonné les cultures et ont leur grande importance dans l'évolution génétique de notre espèce. L'alimentation nécessaire à la vie agit sur l'épigénétique pour le meilleur ou pour le pire. Avant que nous maîtrisions l'agriculture, les sociétés préhistoriques dépendaient de la générosité de la nature. Selon la Bible, un seul arbre était interdit. Genèse 2, verset 9, je cite. « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Fin de citation. Même si nous pouvons y voir la nourriture intellectuelle, qui est différente de celle qui entre par la bouche. Genèse 2, verset 17. Je cite. « Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car du jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Fin de citation. Nous sommes donc descendants d'un âge différent de l'espèce, un âge d'une connaissance qui nous dépasse et par lequel nous tentons de nous expliquer l'univers dont le monde fait partie. La période paléolithique, mélange de palaios, qui veut dire ancien, et lithos, qui veut dire pierre, l'âge de la pierre taillée, se subdivise en 3 parties. L'ère inférieure, avec le biface et la maîtrise du feu, qui
multiplie les possibilités alimentaires par la cuisson des légumes et des viandes. Durant cette ère inférieure, des bandes d'Homo erectus s'aventuraient jusqu'en Eurasie, même en Chine, en remettant leur fin au destin. Des cueilleurs qui se feront charognards, récupérant la viande sur les animaux morts avant de se mettre à la chasse, voici les premières formes des chasseurs-cueilleurs. Suivront 2 autres périodes avec l'apparition des premiers objets esthétiques et spirituels pour le stade du Paléolithique moyen en Europe, où l'homme de Néandertal domine. Et cette période se conclut avec le Paléolithique supérieur, l'Homo sapiens, succède ses prédécesseurs et vient diversifier les cultures. Par son intelligence, il se spécialise dans le développement d'outils et offre un énorme bond dans les créations par l'apport de l'art, les peintures, gravures, musique et le déploiement de confection des parures. Au cours du Mésolithique, de moins 10 000 à moins 6 000 avant Jésus-Christ, après la dernière glaciation, le climat se réchauffe et de nouvelles espèces végétales se répandent. Des groupes de chasseurs à l'arc se développent. Leur subsistance reposait sur la chasse, la pêche et la cueillette, ce qui entraîna vraisemblablement une première modification du régime alimentaire humain. Nous pensions que les hommes allaient à la chasse, pendant que les femmes gardaient les enfants et pratiquaient la cueillette. Or, Mathilde Fontez, après avoir analysé 63 sociétés sur 5 continents, observe que dans 50 d'entre elles, les femmes participaient à cette activité avec des techniques différentes des hommes, indiquant que, je la cite, chez les Acta des Philippines, elles utilisent des techniques de chasse variées, quand les hommes n'utilisent que des arcs et des flèches. Sur cette communauté, une étude de Seattle se fait complémentaire. Je cite, « Les femmes jouent un rôle actif dans la chasse et l'enseignement de la chasse, même si elles utilisent des outils différents et emploient des stratégies différentes. Chez les Aka du Congo, par exemple, la participation des femmes à la chasse au filet était obligatoire, alors que celle des hommes ne l'était pas. » Fin de citation. Celui qui veut conserver la vie se prépare à fournir la mort. En perfectionnant leur capacité à tuer, à se défendre contre les prédateurs cherchant à les éliminer pour les dévorer, les humains ont dépassé la condition animale de trouver de la nourriture et d'éviter de devenir l'objet de consommation des autres animaux. Par notre mode de vie, nous modifions notre environnement et lui-même agit sur notre patrimoine en retour. Nous avons fini par nous adapter dans un milieu créé de toutes pièces par nos actions. Nous reviendrons plus en détail sur la conquête mondiale de l'agriculture depuis la Mésopotamie, ayant atteint l'Europe il y a 9000 ans et la France il y a 8000 ans. Avec l'agriculture, association des mots latins ager, champ, et cultura, culture, sont apparues diverses sociétés et l'élaboration d'outils, des couteaux, des haches, des roues et bien d'autres choses encore, qui ont eu pour effet de profondes applications sur le cours de la civilisation. Après s'être dispersé sur la planète, pour les explorations et subvenir aux besoins primaires, l'homme a répondu au commandement de Dieu. Genèse 1, verset 28, je cite. Dieu les bénit et leur dit, je le cite, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Fin de citation. Depuis, la population n'a cessé de croître. Dans ces mouvements, il y a une hypothèse qui voit dans la migration des Yamnaya la conséquence de la première pandémie de l'histoire de l'humanité. Leur arrivée, il y a 5000 ans, correspond de peu à l'apparition en Europe de l'Ouest des premières traces de Yersinia pestis, la bactérie responsable de la peste. On le sait, car au fil du temps, les ossements conservant l'ADN d'agents pathogènes ayant infecté les individus ont été récupérés. L'agriculture a facilité la sédentarité des hommes. Les coopérations humaines ont bâti des industries, des civilisations entières. Les possibilités d'entretenir sa famille et de se reproduire étaient plus abondantes. Mais l'agriculture avait son revers de la médaille. La terre est devenue le socle de la richesse. Cela a généré des conflits relatifs à la propriété foncière, à la disponibilité de l'eau et son utilisation, ainsi qu'au stockage et à la redistribution des ressources. Pour entretenir les terres, il fallait des hommes. L'exploitation par l'esclavage avait de beaux jours devant elle. En plus de la division, le modèle sédentaire climatique, le modèle sédentaire a apporté son lot de malheurs, par les maladies, la famine, lorsque des conditions climatiques catastrophiques venaient dévaster les récoltes dans les cycles de la nature. Une fois établie, la société tend à élargir son emprise et force la conquête du monde.
On peut s'en remettre à l'histoire de l'analyse économique de Schumpeter, situant l'apparition de l'idée de principe de population à la fin du XVIe siècle. Selon lui, je cite, le principe de population malthusien a jailli tout formé et réduit à l'essentiel du cerveau de Botero en 1589. Les hommes tendent à se multiplier au-delà de toutes les limites assignables, jusqu'au maximum permis par la fertilité humaine. Cependant, les moyens de subsistance et les possibilités de les augmenter, étant pour leur part nettement limités, imposent à cet accroissement une limite, la seule existante. Cette limite s'exprime par le besoin, qui incite les gens à s'abstenir de se marier. Entre parenthèses, l'obstacle négatif de Malthus, la prudence ou la contrainte morale. À moins que la population ne soit périodiquement détruite par les guerres, la peste, etc. Entre parenthèses, l'obstacle positif de Malthus. Fin de citation. Il est bouleversant de voir tant d'êtres humains passer de l'alimentation naturelle à celle de masse, venus falsifier la qualité gustative et exclure les bons apports nutritionnels pour infliger un gavage de produits industriels qui n'ont plus grand-chose en commun avec de la vraie nourriture. Ces nouvelles façons de se nourrir rendent malades des milliards de consommateurs. Comment en sommes-nous arrivés aux aliments ultra transformés ? À cette malice de chimistes qui incorporent des additifs, des formules concoctées en laboratoire à base d'édulcorants, d'émulsifiants, d'exhausteurs de goût, d'antioxydants, etc., censés améliorer la saveur sur ce qui a été dénaturé, le goût sur ce qui n'en a plus, l'apparence et surtout la conservation afin de produire toujours plus sans augmenter les pertes. Ces aliments sont en fait proches du poison, substances pouvant entraîner la maladie ou la mort. Et pour s'en convaincre, pas besoin de chercher bien longtemps. Une vingtaine d'études en France alarment les autorités publiques. Plus récemment, en février 2024, une étude publiée par le British Medical Journal prouve qu'une consommation importante d'aliments ultra transformés est systématiquement associée à un risque accru de 32 problèmes de santé. Les données récoltées mettent en avant un risque accru de 50% pour les maladies cardiovasculaires, mais aussi des problèmes de diabète, d'hypertension, de maladies de Crohn, du cancer, de surpoids, de dépression, de troubles du sommeil, d'anxiété et d'asthme. Maintenant que les études sont là, et portées sur des millions de consommateurs, qu'attendent les politiques pour interdire ce crime contre l'humanité et faire condamner les industriels continuant à proposer ces produits ? Double peine. Ceux qui consomment ces poisons développent des problèmes de santé et viennent creuser dans le budget de l'assurance maladie déjà mal en point. Il est légitime de se demander si les industriels sont avisés de ces risques et d'enquêter sur leur investissement pour s'assurer qu'il n'y ait pas des délits d'initiés. Ou, d'un côté, ils participeraient à dégrader la santé des humains par ces produits et de l'autre, en profiteraient pour investir dans les entreprises pharmaceutiques cotées en bourse. Je vous propose dans ce livre une approche sur l'artificialisation du monde qui, je l'espère, vous permettra d'élargir votre conscience sur pléthore de thématiques de grande importance afin de conclure sur la nécessité de la participation de tout un chacun aux solutions pour faire perdurer notre espèce dans les meilleures conditions. Merci pour votre écoute du jour. Cette introduction qui a été modifiée n'est pas dans sa finalité. Je vous en propose une partie. J'ai bien d'autres choses encore sous la main, la façon dont on a colonisé l'espace, la limite de la carte et ce que ça a entraîné après, le côté de quantifier, organiser les ressources comme les humains, les changements de mode de vie, on voit un peu l'alimentation mais je n'en ai pas fini, et la réflexivité peut-être, partir pour revenir au point initial, s'en éloigner pour mieux revenir à l'humanité, telle est la question. En tout cas, il y aura bien d'autres choses, études de l'environnement, comportemental, social. Je vous remercie de me soutenir dans la démarche. Tout est gratuit et vous sera fourni gratuitement. Vous pourrez me réclamer ces documents par PDF, donc par mail. Également, je vais les lire comme je le fais là, donc doublement disponible gratuitement. Et pour ceux par la suite qui voudront se procurer en papier, je le mettrai au prix le moins cher où je ne ferai pas 1 centime d'euro et je vous le prouverai. Merci à vous. À très bientôt, la vérité est notre avenir. Et pour ceux qui critiquaient, là dans ces passages, vous retrouvez quand même de ma plume. Pas de l'intégralité, il y a encore de l'assemblage. Je n'ai pas l'expertise d'un écrivain, mais petit à petit, j'établis quand même des paragraphes que je viens aussi greffer à ça, et qui, je le pense, sont de qualité. Merci à vous, à bientôt.